Hola, muy buenos días. Bonjour, bonjour à toutes et à tous et bonjour de vous connecter ici pour notre séance d'information sur la COVID-19 dans la région des Amériques. Je suis Sébastien Olliel du département de communication de l'OPS et cette séance tardera environ 1 heure. Comme toutes les semaines, nous avons déjà reçu vos questions à travers le forum et vous pouvez cliquer sur le bouton Q. N'oubliez pas d'indiquer votre nom et votre média dans vos questions. Nous avons l'interprétation simultanée vers l'anglais, le portugais et le français et vous pouvez choisir la langue que vous souhaitez écouter à travers le bouton Interpretation. Aujourd'hui, la directrice de l'OPS, le docteur Carissa Etienne, nous mettra à jour sur l'accès aux vaccins et également nous donnera des informations au sujet de la situation actuelle. Avec le docteur Etienne, nous avons le docteur Jarbas Barbosa, directeur adjoint de l'OPS, le docteur Ciro Ugarte, directeur des urgences sanitaires, le docteur Sylvain Aldigueri, coordinateur de la réponse à la COVID-19 dans les Amériques. J'invite maintenant le docteur Carissa Etienne pour ses remarques. Merci Sébastien. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à notre conférence de presse. Merci de nous rejoindre aujourd'hui. Avant de commencer notre conférence de presse, je dois reconnaître que les événements qui ont eu lieu tôt ce matin à Haïti, qui ont conduit au décès du président, l'OPS voudrait exprimer ses condoléances à toute sa famille. Nous voudrions également exprimer notre solidarité au peuple haïtien dans ces temps incertains et notre engagement pour faire avancer la santé et le progrès de ce pays. Notre organisation a une longue collaboration main dans la main avec les autorités locales, les professionnels de santé et les communautés à travers notre bureau local à Port-au-Prince. Nous continuons à rester à leur côté et nous redoublerons d'efforts. Une des priorités principales de l'OPS ces dernières semaines a été de soutenir Haïti pour qu'elle puisse commencer sa campagne de vaccination et contrôler la transmission du COVID-19. Nous continuerons à travailler en direction de cet objectif, autant avec les partenaires locaux que mondiaux. J'ai l'espoir que l'arrivée des vaccins dans ce pays commencera à faire changer la tendance de la pandémie et va permettre d'être solidaire vis-à-vis du peuple haïtien dans ces moments assez éprouvants. Ces dernières semaines, nous avons enregistré 1,1 million nouveaux cas dans les Amériques, une petite réduction par rapport à la semaine précédente. Et même si la mortalité a également reculé pendant cette dernière semaine, notre région signale encore la moitié des morts, des décès qui sont enregistrés mondialement. C'est un signe très clair que le coût de cette pandémie dans les Amériques continue à dévaster des familles et des communautés, même si certaines parties de notre région connaissent un certain soulagement. En Amérique du Nord, tandis que les tendances mondiales sont au déclin, il y a encore des régions dans lesquelles la transmission est encore en augmentation, comme en Baja California del Sur au Mexique et dans la province de Yukon au Canada. En Amérique centrale, il y a une augmentation des cas au Belize, au El Salvador, au Honduras et au Panama, de même que dans certains secteurs du Guatemala. En Amérique du Sud, le Brésil, la Colombie et l'Équateur continuent à nous signaler un fort taux de nouveaux cas, alors que l'incidence a baissé au Pérou et en Bolivie. C'est encourageant de voir que les 4 pays du cône sud ont connu moins de cas que ces 2 dernières semaines. Aux Caraïbes, Cuba a signalé le nombre le plus élevé de cas par semaine depuis le début de la pandémie, alors que Trinidad et Tobago
voit sa taux de mortalité augmenter à cause de la COVID. La diversité et l'inégalité dans notre région continuent à se manifester, non seulement à travers les tendances de la pandémie, mais également de par la manière dont les pays réagissent et ont accès aux vaccins. Donc, nous avons observé du progrès dans la vaccination sur le continent américain, mais pas dans tous les pays. Un habitant sur 4 de notre région a été vacciné complètement et plus de 600 millions de doses ont été administrées sur le continent américain. Cependant, la moitié de ces doses ont été administrées dans un seul pays, les États-Unis. C'est une raison de joie de constater qu'une nation qui a été tellement touchée par la pandémie a réussi à renverser la tendance, mais nous ne pouvons pas fermer les yeux sur les inégalités criantes quant à l'accès au vaccin. Plusieurs autres pays ont réalisé un travail remarquable pour la vaccination de leur pays, comme le Chili et l'Uruguay, qui ont à peu près couvert 50% de leur population, et le Canada 30%. Mais pour chacun de ces succès, il y a plusieurs autres pays qui n'ont pas réussi à protéger même leurs populations les plus vulnérables. Des millions d'habitants en Amérique latine et dans les Caraïbes ne savent toujours pas quand ils pourront être immunisés. Et Haïti, par exemple, n'a pas encore commencé sa campagne de vaccination. La Jamaïque se bat également pour avoir suffisamment de vaccins pour pouvoir protéger ces populations les plus vulnérables. Certains pays en Amérique du Sud et en Amérique centrale où la pandémie a été très sévère n'ont pas encore pu avoir accès à suffisamment de vaccins pour vacciner complètement, ne serait-ce que 3% de leur population. Les 24 millions de doses que COVAX a déployées dans la région ont été rapidement administrées et les pays ont hâte de recevoir leur lot complémentaire dès que les doses seront disponibles. Nos pays savent comment organiser des campagnes de vaccination et sont prêts, mais ils ont besoin de plus de doses, ils en ont besoin tout de suite. C'est la raison pour laquelle l'OPS a exhorté les nations qui ont suffisamment de vaccins de les partager avec les pays des Amériques qui sont toujours dans la lutte. Et ces appels commencent à avoir du succès. Cette semaine, El Salvador a reçu 1 500 000 doses de la part du gouvernement nord-américain par le mécanisme COVAX. C'est une partie de la promesse de partager au moins 20 millions de doses avec notre région. D'autres pays reçoivent des donations complémentaires de façon bilatérale. La Bolivie devrait recevoir un petit peu plus d'1 million de doses cette semaine et d'autres donations sont en cours de préparation. L'OPS conduit les efforts de logistique pour la livraison des doses du mécanisme COVAX et nous collaborons avec le gouvernement américain. Le mécanisme COVAX, c'est les pays bénéficiaires pour nous assurer que toutes les exigences sont remplies pour que les vaccins puissent arriver à leur destination de façon rapide et sûre. Nous applaudissons les donations de la part du Mexique à plusieurs pays d'Amérique centrale et à la Jamaïque. Cette solidarité régionale nous permettra d'avancer vers la sortie de cette pandémie. D'ailleurs, ces donations de doses nous aident de façon substantielle à élargir la disponibilité des vaccins avec plus de 60 millions de doses qui viennent des États-Unis, qui sont venues des États-Unis et 11 millions du Japon qui permet de venir s'ajouter à l'allocation de 143 millions de doses pour la prochaine étape. Nous dépendons donc à court terme de ces donations, mais nous planifions déjà le moyen terme où il faudra encore plus de doses. L'OPS est en train de cartographier le déficit dans la demande de la part de nos États membres pour déterminer comment notre fonds rotatif peut soutenir des pays
pour qu'ils atteignent leurs objectifs vis-à-vis de la COVID, et comme également des fournitures en seringues et d'équipements pour la chaîne du froid. Donc, notre travail ne sera pas accompli avant d'avoir atteint toute personne éligible dans chaque pays, indépendamment de leur lieu d'où elles habitent, de leur ethnicité ou de leur revenu. Les principes qui doivent nous guider sont l'équité pour le déploiement de ces campagnes de vaccination. Laissez-moi donc vous rappeler quelques principes. D'abord, le moment n'est pas encore venu de déployer les rappels. Nos traitements à 1 dose ou à 2 doses se sont révélés efficaces et il faut nous en tenir à ces traitements qui nous ont permis de protéger plus de gens. Deuxièmement, il nous faut garantir que les gens qui sont les plus vulnérables, comme les professionnels de santé et les personnes âgées, sont protégés partout avant de déployer ces campagnes de vaccination pour les enfants qui sont sains. Ensuite, les populations vulnérables comme les migrants et les groupes indigènes devraient être une priorité et des programmes qui prennent en compte leurs besoins et leur culture. Donc, la COVID-19 nous a appris que quand on laisse des gens à la traîne, nous sommes tous plus exposés. Les vaccins dont nous disposons fonctionnent remarquablement bien et vont nous aider à vaincre cette pandémie, mais seulement si nous profitons de cette opportunité pour lutter contre les défis qui ont retenu notre croissance, surtout donc l'inégalité généralisée au service de santé. Donc, la campagne de vaccination large et juste doit être la première étape de ce processus. Vamos a pasar ahora a las preguntas y respuestas. Ya hemos recibido por correo electrónico. Merci beaucoup, Dr. Etienne. Nous passons maintenant aux questions-réponses. Nous avons reçu par le courrier électronique et par le bouton Q&A. N'oubliez pas d'y inclure votre nom et les médias auxquels vous appartenez. La première question concerne le variant Delta en Amérique latine et aux Caraïbes de l'agence AGP en anglais. Le variant Delta conduit l'épidémie dans le monde et quel est le souci pour l'Amérique latine et les Caraïbes? Aux États-Unis, elle est devenue dominante. Est-ce que la même chose peut se passer dans les pays de notre région? Merci pour cette question. Même si le variant Delta a déjà été détecté dans 15 pays ou territoires dans la région de l'OPS, jusqu'à présent, il a été seulement associé à des cas de voyageurs. La transmission communautaire du variant Delta est toujours très limitée et d'autres variants sont toujours prédominants. Il est difficile à l'heure actuelle de prédire quel va être l'impact du variant Delta dans notre région. D'autres variants comme le variant Alpha, qui a aussi une capacité de transmission très importante et encore prédominante dans plusieurs pays. Donc, ils vont être remplacés par d'autres comme le gamma ou le lambda, connu aussi sous le nom C37. Nous savons que le variant Delta a grandi, cru aux États-Unis et est devenu prédominant dans certains États fédérés. Cependant, la répartition a toujours varié selon le pays de notre région avec une répartition des standards qui sont très hétérogènes. Donc, pour la situation des États-Unis, il ne va pas nous aider à prévoir comment ce variant va impacter d'autres pays. Il y a d'autres, c'est pour cette raison et pour d'autres, il est important que les mesures de contrôle en santé publique se centrent sur la réduction de la transmission, peu importe la situation des variants. Il nous faut mettre à profit tous les outils dont nous disposons pour réduire donc distanciation sociale, usage de masques et bien entendu
la vaccination et d'autres mesures. Merci, Dr. Etienne. La question suivante nous vient de Francisco Morere de Cover News en Argentine et de Alvarado. Donc, Francisco nous demande quelle est la recommandation de l'OPS pour l'éventuelle combinaison de doses de vaccins provenant de différents laboratoires, étant donné que cela est analysé dans certains pays en raison de l'absence de certaines secondes doses. Et l'autre question, combien de temps doit attendre la personne qui a appliqué la première dose et qui a testé positive pour COVID? Combien de temps doit-elle attendre pour la deuxième dose d'AstraZeneca? Docteur Barbosa, merci pour ces questions. Surtout, premièrement, au sujet d'appliquer plusieurs vaccins. Il y a beaucoup d'études qui sont en train d'être menées dans plusieurs pays pour voir s'il est possible de prendre la première dose d'un vaccin et la deuxième dose d'un autre vaccin. Ceci pourrait rendre plus facile les choses pour que les pays puissent compléter leur schéma de vaccination d'une manière plus large. Mais il n'y a pas encore de recommandations. Il n'y a pas de résultats qui puissent nous donner des évidences à ce sujet. Il y a certaines études qui sont en train d'être menées, mais il est nécessaire que ces études aboutissent, d'avoir une analyse pour que nous puissions faire une recommandation. La recommandation actuelle d'un groupe d'experts du groupe d'immunisation de l'OMS et de l'OPS, c'est que l'on doit continuer avec la première dose et la deuxième dose du même vaccin. Au sujet de la question posée par Grévy Alvarado, oui, les gens doivent prendre la deuxième dose. Dans le cas d'AstraZeneca, dans un délai de 8 à 10 semaines après la première dose, en suivant la recommandation que les pays suivent. Certains pays suivent une autre recommandation, ils appliquent la deuxième dose plus rapidement pour que la protection soit obtenue plus rapidement chez les personnes. Mais d'autres pays sont en train d'adapter l'étape finale de la période pour que l'on puisse appliquer les deux doses. Les deux cas sont corrects parce que ces deux délais sont dans les dates qui ont été prévues. Il ne faut pas se vacciner si on est malade, s'il y a de la fièvre ou des symptômes quelconques. Il ne faut pas prendre de vaccin parce que ceci pourrait confondre avec des réactions au vaccin. Par conséquent, la personne qui va prendre un vaccin doit être en bonne santé, même s'il s'agit du vaccin pour le COVID-19. Je ne sais pas quel test, si le test est positif, de quel test s'agit-il? On ne peut pas prévoir une situation spécifique, mais si la personne a déjà eu le COVID-19, ceci ne change pas le schéma ou le calendrier de vaccination. Il faudra qu'elle s'applique les deux doses dans les délais prévus pour être bien protégée. Merci. Merci, docteur. La question suivante est par Bennett Roach de The Montserrat Reporter en anglais. Si, avec la situation qui continue dans les autres parties du monde, pourquoi n'entendons-nous rien sur les autres traitements sans mentionner les efforts qui sont encouragés pour les différents traitements qui sont disponibles? Professeur Aldigueri, merci pour cette question de la part de Montserrat. Depuis le début de la pandémie, nous suivons toujours et nous synthétisons les preuves scientifiques publiées et les recherches en cours sur les options thérapeutiques disponibles. Ce rapport est disponible publiquement sur notre site Internet et partagé avec beaucoup de sociétés scientifiques et médicales. Il contient actuellement plus de 300 essais cliniques en aveugle
avec 122 options thérapeutiques. L'OPS a également développé des recommandations pour des orientations sur la gestion des patients OPS, de la COVID à différents stades de la maladie, forme sévère, modérée ou faible. La manière de gérer chaque manifestation doit prendre en compte plusieurs critères. D'abord, l'évaluation de la qualité des preuves scientifiques dans les publications. Deuxièmement, l'équilibre à trouver entre les bénéfices et les inconvénients de chaque intervention. Troisièmement, les valeurs et les préférences des patients et des usagers. Et quatrièmement, la viabilité de la mise en œuvre de ces interventions, entre autres critères. Les patients en forme sévère reçoivent des interventions d'oxygénothérapie et une administration de médicaments. Donc, l'anticorticoïde, il y a eu une conférence de presse sur le dexaméthasone, des protocoles d'anticoagulants, et maintenant interleukine 6, des bloqueurs de récepteurs. Et je peux en citer un qui a été validé par l'OPS et l'OMS ces dernières semaines. De nombreuses options thérapeutiques sont toujours en cours d'analyse. Plus de preuves sont nécessaires avant de pouvoir fournir des recommandations spécifiques sur ces autres choix de thérapie possibles. Pour ce qui est des cas moyens et moins graves, il y a plusieurs interventions qui sont révélées bénéfiques. Cependant, il faut encore plus de recherche pour formuler des recommandations étayées par la recherche. Comme la plupart des questions de cette semaine et des dernières semaines, nous voudrions souligner que la vaccination et les mesures de santé publique non pharmaceutiques sont fondamentales pour contrôler la pandémie et prévenir les complications de cette maladie. J'espère avoir répondu aux inquiétudes du journaliste à Montserrat. Merci, docteur. Les questions suivantes sont en rapport avec au Venezuela de Mariana Suquet de Efecto Coyucho et Gabriel Bastita de monitoreamos.com. Qui demande si vous pouviez nous tenir au courant de la situation au Venezuela. Le paiement à COVAX a-t-il été effectué? Les autorités ont demandé l'envoi des vaccins ou le remboursement de l'argent, tandis que les porte-paroles de Gavi affirment qu'ils s'efforcent de résoudre les problèmes le plus rapidement possible. Quelles sont les informations dont dispose l'OPS? Quel est le statut du Venezuela? Doit-il encore de l'argent ou la dette impayée a-t-elle pris fin? Quand le pays pourrait-il commencer à recevoir des vaccins et lesquels? Docteur Ugarte, merci de cette question. Il faut que nous vous rappelions qu'au mois de septembre de l'année dernière, le ministre de la Santé du Venezuela a signé un accord avec Gavi pour distribuer des vaccins à travers le mécanisme COVAX sous la modalité de l'achat engagé pour le fournir à des millions de personnes, à 7 millions de personnes. Au mois d'avril de cette année, le gouvernement du Venezuela a décidé de ne pas accepter le vaccin d'AstraZeneca et a décidé de changer la modalité d'achat des vaccins pour un achat optionnel, c'est-à-dire vous pouvez accepter ou pas. Ce qui a été accepté par COVAX et COVAX a signé cet accord au mois d'avril et le gouvernement est passé à payer à l'avance, mais ces virements ont été organisés de 100 millions de dollars. Mais la disponibilité mondiale des vaccins pour le mécanisme COVAX à travers ces mécanismes d'achat ou d'acquisition est très limitée à un niveau mondial. Et le prochain tour de distribution de vaccins est en train d'être terminé maintenant et on sera informé
à tous les pays participant à ce mécanisme, y compris le Venezuela. Il faut vous rappeler également que le vaccin AstraZeneca est le vaccin le plus distribué à travers le mécanisme COVAX. En tenant compte par conséquent de tout ce contexte, l'OPS continue à travailler de près pour soutenir le processus de gestion de l'acquisition des vaccins, en prenant contact avec des acteurs internes et extérieurs également. Et nous espérons avoir de bonnes nouvelles pour les Vénézuéliennes et les Vénézuéliens, qu'ils puissent décider et opter pour un nombre suffisant de vaccins à travers le mécanisme COVAX. Merci. Merci, docteur. La question suivante nous vient de Gianelli Vasquez de la Hora de Guatemala qui nous demande quel est le risque pour une personne ayant reçu une seule dose d'AstraZeneca de contracter le coronavirus dans l'une de ses variantes. Et au niveau national, vaut-il mieux vacciner une plus grande partie de la population avec une seule dose ou est-il préférable de vacciner une moindre partie de la population mais avec le calendrier complet? Docteur Barbosa, merci pour votre question. Les vaccins qui nécessitent 2 doses et que nous n'avons jusqu'à l'heure actuelle qu'un seul vaccin qui ne nécessite qu'une seule dose. Tous les autres vaccins ont besoin de 2 doses pour que les personnes soient protégées. Par conséquent, il est très important que ceux qui prennent la première dose puissent prendre la deuxième dose parce qu'ils ne peuvent pas penser qu'ils sont protégés après avoir reçu une seule dose. C'est la seule manière que l'on a, que les vaccins puissent garantir que les personnes soient protégées. Il est important également de penser que la protection à travers le vaccin aura lieu aussi bien contre le virus d'origine comme contre les variants. En deuxième lieu, même lorsqu'il y a une transmission très élevée, même ceux qui ont été vaccinés doivent continuer à appliquer tous les gestes barrières et à prendre tous les soins qui ont été recommandés. Parce qu'il ne s'agit pas seulement d'ailleurs de mesures concernant le vaccin contre le COVID, mais contre la rougeole, contre d'autres maladies. Donc, le vaccin est très important, bien évidemment, mais nous avons des études qui nous montrent d'ailleurs, qui nous prouvent la protection que les vaccins fournissent concernant le nombre de décès, d'hospitalisations parmi les vaccinés. Par conséquent, il est très important d'avoir pris les 2 doses du vaccin, parce que même les personnes qui ont été vaccinées doivent continuer à utiliser les masques, éviter les lieux, les endroits qui n'ont pas de ventilation et continuer à appliquer la distanciation physique. Par conséquent, ce sont 2 mesures, le vaccin et les gestes barrières. Merci, docteur. La question suivante nous vient de Ilana Cardial de l'agence Estado in Brasil en anglais. Le Brésil est le 2e pays du monde avec le nombre le plus élevé de décès causés par la COVID-19. Comment la situation incontrôlée de la pandémie dans un pays aussi grand que le Brésil peut avoir un impact sur les pays voisins? Merci cette question du Brésil. Il est important de faire remarquer que la région des Amériques représente une mosaïque de manières de transmission en Amérique du Nord, centrale ou du Sud et dans les Caraïbes. Il est crucial de réduire la transmission non seulement au Brésil, mais dans tous les pays du continent américain pour sauver des vies et pour réduire le taux de transmission, y compris pour réduire la transmission des variants préoccupants. Le Brésil est dans une situation d'urgence depuis 15 mois avec une réduction du nombre de cas mortels que ces dernières semaines, mais reste à un très haut niveau cependant pour la transmission des variants préoccupants dans certains États fédérés du Brésil sur les 27. Donc,
En plus, le Brésil a enregistré 9 millions de cas de la COVID-19 avec en moyenne 49 000 cas cette dernière semaine. En tout, un demi-million de gens ont perdu la vie au Brésil à cause de la COVID-19 avec en moyenne 1500 morts quotidiennes ces 7 derniers jours. Le Brésil a la capacité et le savoir-faire pour réduire la transmission de COVID-19, protéger les populations vulnérables et sauver des vies. Ce pays est connu pour sa grande capacité de vaccination dans le contexte de son système unifié de santé, le SUS-SUS. Le Brésil a reçu des millions, avec 1,5 million doses ces 24 dernières heures. L'OPS travaille directement, j'aimerais le faire remarquer, avec les 3 niveaux d'échelon administratif, le niveau municipal, le niveau de l'État fédéré au niveau fédéral. L'OPS participe également de comités d'urgence locaux et assiste le système, le réseau de veille épidémiologique. Le même système de l'OPS s'applique aux autres pays de la région. La mise en place de mesures strictes de santé publique et son suivi et son ajustement fin et l'accès aux vaccins sont clés pour le contrôle de cette pandémie. J'espère avoir répondu à la question d'Ilana Cardiao. Merci, docteur. Nous avons maintenant plusieurs questions de journalistes, de Daniel Collins, de Ivan Cairo au Suriname et également des Bahamas. Richard, nous en anglais. Ce mois-ci, cependant, il a été retardé jusqu'en juillet. Qui a contribué à ce retard dans la livraison? Est-ce que les pays dans cette même position devraient avoir des soucis à propos de ce retard? Et même Ivan Cairo en Suriname dit aussi jusqu'à présent 24 millions de doses contre la COVAX. Quand sera la prochaine livraison pour le Suriname? Daniel Collins nous dit quand est-ce que le Guatemala pourrait recevoir les vaccins envoyés par les États-Unis et s'ils seront distribués par le mécanisme COVAX. Merci pour cette question. D'abord, merci pour votre question. Laissez-moi compléter la question du Guatemala. Je l'avais déjà répondu. La décision d'élargir et d'augmenter le nombre de personnes pour la première dose ou alors de compléter la deuxième dose, chaque personne doit prendre cette décision en tenant compte du nombre de doses que le pays a, de 8 à 12 semaines. C'est l'intervalle recommandé entre les doses. Mais chaque pays doit adapter ses doses à sa réalité. Merci pour cette question. Non pas seulement les Bahamas, mais les 17 pays de notre région attendent de recevoir la troisième vague de déploiement de la campagne de vaccination contre le COVAX. COVAX a affronté des problèmes en juin. Nous attendons encore la position du gouvernement de l'Inde qui n'autorise pas à l'Institute of Vaccine de l'Inde d'exporter son vaccin. Nous avons également des problèmes avec un nouveau site du fabricant AstraZeneca a mis en place pour recevoir l'autorisation d'usage d'urgence par l'OMS. Il y a eu un retard. Donc, juin a été un mois, il y a eu des retards du côté de l'offre et de la livraison. Maintenant, le fonds rotatif de l'OPS est en train de négocier pour savoir quand les vaccins seront prêts pour qu'ils puissent être livrés en juillet.
Nous attendons que d'ici à la semaine prochaine, nous obtenions ces informations et nous les partagerons avec bien sûr, avec vous. Nous avons également participé à de nombreuses négociations pour faciliter les donations de la part du gouvernement nord-américain aux pays des Caraïbes. Le gouvernement américain a donné 3 millions de doses et pour faciliter la logistique, mais a donné également des seringues et d'autres fournitures dont les pays peuvent avoir besoin. Le Suriname est dans une situation semblable. Je voudrais juste corriger très légèrement les chiffres qui ont été fournis. Le Suriname a reçu 52 000 et 800 vaccins et attend encore 60 000 doses. C'est ça pour la troisième vague de livraison. Donc, c'est pour que les pays puissent mettre en place les campagnes une fois que les contrats ont été signés. Donc, le plus tôt possible. Pour ce qui est de... Au sujet de la question du Guatemala, un éclaircissement. Les États-Unis font des dons à travers deux moyens, soit des dons bilatéraux, soit à travers le mécanisme COVAX. Dans le cas des États-Unis, il s'agit de bilatéral, d'accord bilatéral. Mais l'OPS fournit de l'aide en logistique, etc. Mais la décision, si c'est par accord bilatéral ou à travers le mécanisme COVAX, cette décision revient aux États-Unis et ils prennent cette décision par rapport au temps que ça va tarder. Et parfois, il est plus rapide de le faire à travers d'un accord bilatéral directement à partir du producteur et avec le pays qui va recevoir le vaccin qu'à travers le mécanisme COVAX. C'est pour cela que nous sommes en train de mettre à jour les deux situations à partir des dons de vaccins des États-Unis. Avec le travail de notre fonds renouvelable, ça a été la première région qui a remis des vaccins à un pays, la livraison d'1,5 million de doses à l'Honduras, une autre quantité de doses à El Salvador. Nous avons déjà les doses qui seront fournies en Bolivie et le reste se trouve dans une situation dont nous a parlé notre directrice. C'est-à-dire quand c'est à travers le mécanisme COVAX, nous utilisons l'expérience que le Fonds renouvelable a déjà pour pouvoir les remettre le plus rapidement possible dans les pays. Lorsqu'il s'agit d'accords bilatéraux, nous les aidons avec toutes les informations que nous détenons déjà. Merci. Merci, docteur Barbosa. Une question d'Ivan Cairo du Suriname en anglais. Le Suriname reçoit comme assistance de la part de l'OPS pour ce qui est de la troisième vague de déploiement de la campagne de vaccination avec des centaines de nouveaux cas tous les jours et beaucoup de décès qui met le système de santé sous une grande pression. Professeur Aldigueri, merci pour cette question du Suriname. L'OPS a un bureau pays au Suriname et notre équipe pays fournit une assistance technique directe sur tous les 10 piliers de réponse contre la COVID-19 depuis le tout début de cette pandémie, mesures de santé publique, organisation des services, communication de risque et très également la fourniture de marchandises stratégiques, y compris l'équipement de protection personnelle et des agents réactifs. Pour ce qui est de ce pic de transmission qui a été signalé et caractérisé par les autorités du Suriname ces quelques dernières semaines, ou un petit peu plus, j'aimerais souligner deux aspects spécifiques de notre assistance technique. D'abord, en termes de gestion des patients en état critique dans les secteurs d'urgence. Nous travaillons avec les hôpitaux de référence à Paramaribo
pour la fourniture d'oxygène. La chaîne de logistique sont des défis que beaucoup de pays de la région ont dû affronter ces derniers mois à cause des pics de transmission atteints et de besoins de plus en plus accrus en oxygène et de son usage rationnel. Le deuxième aspect que je voudrais souligner, quant à l'assistance directe de l'OPS technique, c'est le renforcement des réseaux de laboratoires et le renforcement avec des tests rapides antigéniques qui doivent être utilisés d'abord à l'intérieur des terres pour les populations indigènes et afrodescendantes, mais également pour ce qui s'agit de la caractérisation des variants, la transmission communautaire des variants préoccupants dans le pays. Suriname reçoit est en contact étroit avec des universités néerlandaises et autres. Donc, nous avons soutenu la traduction simultanée pour la caractérisation de ces variants préoccupants au Suriname. J'espère avoir répondu aux questions du journaliste local. Merci. Merci, docteur. Nous avons plusieurs questions qui sont liées à des voyages. Francisco Morere de Cover News demande: l'OPS a-t-elle un avis sur le passeport sanitaire que l'Union européenne est en train de mettre en place et peut-il être utilisé pour empêcher la propagation du virus? Marisol Ibarra de l'Uruguay dit: l'Uruguay commence les vacances d'hiver et un grand nombre de personnes voyagent à l'étranger. Quel effet cela peut-il avoir sur la situation déjà compliquée dans ce pays? Nous demande Jessica Micheli aussi, nous demande que pense l'OPS sur la mobilité. Docteur Ugarte, ce sont des questions très importantes, toutes ces trois questions. Tout d'abord, lorsque les personnes voyagent, que ce soit dans leur propre pays ou à l'étranger, le risque de dissémination du COVID-19 augmente dans la mesure où les pays reprennent l'accès à travers les frontières ou reprennent leurs vols internationaux. Ils doivent prendre en considération que ces aspects de dissémination du virus doivent être gérés d'une manière adéquate et doivent réajuster toutes les mesures en fonction d'une analyse de risque, aussi bien à partir du lieu d'origine comme de destination. Pour cela, il est important de mettre la priorité sur la santé dans le pays. Ceci revient aux autorités correspondantes et ainsi la recommandation de l'OMS et de l'OPS est de ne pas demander un passeport ou de vaccination. Une des raisons, c'est parce que nous savons bien que les personnes soient complètement vaccinées, il y a toujours le risque de transmettre le virus et de se contaminer. Par conséquent, un passeport de vaccination ou un test de vaccination pourrait montrer un sens et pourrait aussi faire en sorte que des mesures efficaces ne soient pas appliquées. D'un autre côté, beaucoup de pays n'ont pas d'accès suffisant aux vaccins et de demander ou d'exiger cette preuve ou ce test aux voyageurs, ceci augmenterait les différences entre les pays. Mais néanmoins, il est important de rappeler que beaucoup de pays ont mis en œuvre des mesures pour restreindre les voyages internationaux. Et beaucoup de pays cherchent des options
pour limiter cette restriction à un certain groupe de personnes. Parmi ces pays, il y a l'Union européenne qui, à travers l'IMPAS, a introduit une mesure pour la sélection des voyageurs. Néanmoins, appliquer cette mesure comme une mesure isolée et seulement cette mesure pour se libérer de ces décisions n'est pas suffisante. Ces mesures doivent être prises en fonction d'autres mesures supplémentaires qui ont déjà été mentionnées et qui montrent que cela diminue les risques, comme l'utilisation de masques, éviter d'être au milieu d'agglomérations, se laver les mains, la distanciation physique, toutes ces mesures doivent continuer à être mises en œuvre. Comme il s'agit maintenant d'une époque où l'on voyage énormément, et ceux qui n'ont pas pu voyager jusqu'à maintenant, que ce soit à cause du tourisme ou pour n'importe quelle autre raison, ceux qui choisissent de partir en voyage doivent garantir qu'ils sont en train d'appliquer les mesures adéquates. Et en même temps, les pays qui reçoivent ces voyageurs doivent ajuster leurs mesures et être très attentifs, comme par exemple à l'isolement des cas suspects, à la quarantaine, au traitement, et surveiller tout ce processus. Ainsi, nous continuerons pendant très longtemps dans ce contexte et toutes les mesures qui puissent aider à faire un bilan entre les risques et l'économie et promouvoir le bien-être, tout ceci sera les bienvenus. Mais il faudra trouver ce bilan dans toutes les situations. Merci beaucoup. Les questions suivantes nous viennent du Mexique, de Melina Ochoa de Uno TV et de Federica de Reforma, qui dit hier, le sous-secrétaire à la santé Hugo Lopez-Gatell a signalé que le Mexique a été déjà enregistré une troisième résurgence des infections COVID-19 et demande quelle est la recommandation de l'OPS pour arrêter. Et Natalia, dans le même sens, dit comment voyons-nous cette troisième vague au Mexique. Docteur Alguiri, merci. Effectivement, la secrétaire à la santé au Mexique a signalé qu'il y a une troisième résurgence ces derniers jours. On a reporté presque 8 000 nouveaux cas. On a observé une tendance à l'augmentation dans les États de la péninsule du Yucatan, la Baja California du Sud et dans la capitale. Nous avons été informés par le niveau fédéral et les États que je viens de mentionner concernant le renforcement de la mise en œuvre des mesures de santé publique dans ces États et en mettant l'accent sur les campagnes de communication, en priorisant la population des adultes jeunes qui, en ce moment, jouent un rôle actif concernant la dynamique de l'épidémie au Mexique. Je voudrais également souligner l'importance de l'application stricte des mesures de santé publique dans tout le secteur touristique, y compris les complexes hôteliers des États qui ont reporté une augmentation des tendances telles que les États de la péninsule du Yucatan et de la Baja California du Sud qui ont une activité touristique importante. En outre, nous aimerions souligner deux nouveaux points concernant les aspects de la mise en œuvre ou l'augmentation de vaccination, de la campagne de vaccination à la tranche d'âge de 20 à 29 ans. C'est un facteur important parce que c'est une tranche d'âge qui joue un rôle de la dynamique en ce moment. Et en deuxième lieu, l'autorisation par les autorités fédérales pour l'autorisation de l'utilisation du vaccin
Pfizer pour les 18 à 20 et quelques années. Je pense que j'ai répondu aux deux questions des journalistes du Mexique. Merci, merci docteur. Une autre question qui nous vient de Blanca Balades qui nous dit quelle est la raison que malgré qu'il y ait une dose ou deux doses d'un vaccin, on peut retomber malade et même mourir. Docteur Barbosa, merci pour cette question. Il y a beaucoup de curiosité à ce sujet, au sujet des vaccins, mais je pense que il est toujours nécessaire d'éclaircir que les vaccins, c'est peut-être le meilleur outil de santé publique que nous avons dans le monde. Les vaccins peuvent réduire la mortalité, peuvent réduire le nombre de cas de COVID-19, comme ils le font déjà et comme ils l'ont déjà réussi. Mais il n'y a pas de vaccin qui ait 100% d'efficacité, d'effectivité. Les vaccins jouent un rôle individuel, c'est-à-dire ils vont protéger les vaccins les personnes qui ont reçu le vaccin. La protection est bien plus importante lorsque cette personne prend le vaccin, reçoit le vaccin, parce que ainsi ça va réduire les cas graves, les cas sévères et les hospitalisations. Mais le vaccin joue un rôle de protection collective. Lorsqu'on atteint un certain niveau de vaccination, l'on obtient l'immunité collective. Le vaccin, là, non seulement protège individuellement les gens, les personnes, mais fait en sorte que la transmission diminue dans le pays, dans la ville ou dans le district. Ce que nous cherchons maintenant avec le vaccin, c'est la protection individuelle pour les personnes, surtout pour les plus vulnérables. Et il n'y a aucun doute quant au changement que le vaccin a provoqué. Nous voyons, lorsque l'on voit les chiffres, nous voyons que le nombre de personnes qui se trouvent dans les unités de soins intensifs a diminué énormément, dramatiquement dans plusieurs pays, parmi les personnes de 70-80 ans, parce que ce sont ceux qui ont été vaccinés en premier. Cet effet a été déjà mis sur place dans plusieurs pays et doit continuer pour que nous puissions atteindre une couverture vaccinale plus importante jusqu'à atteindre la vaccination que nous souhaitons obtenir qui tourne autour des 70%. Les vaccins, par conséquent, ont une effectivité très importante, mais à nouveau, aucun vaccin n'est 100% effectif et efficace. C'est pour ça qu'il est important que là où il y a une transmission, même les personnes vaccinées doivent conserver les mesures de santé publique. On ne peut pas penser que parce qu'on a été vacciné, on est 100% protégé, parce que ceux qui ont déjà été vaccinés peuvent transmettre, parce qu'ils certainement ceux qui ont déjà reçu le vaccin ne tomberont pas malades ou ne développeront pas des formes sévères et graves de maladie. Mais il est important de se faire vacciner, avoir confiance à l'efficacité, mais jusqu'à ce que la transmission soit contrôlée, il faut continuer à utiliser les protections individuelles qui peuvent interrompre la transmission. Merci, merci docteur. Nous avons plusieurs questions du Nicaragua. Cynthia Torres de Confidencial, Noël Pérez Miranda de Artículo 66 et Lydia qui nous demande si l'augmentation des contagions dans le pays pourrait être en rapport avec la présence de certains variants préoccupants et que le ministère de la Santé a informé l'existence de cas du variant Delta au Nicaragua et comment se déroule le processus de dépistage des variants au Nicaragua. Docteur Ugarte, vous pouvez répondre à ces questions, s'il vous plaît. Tout d'abord, l'OPS compte sur les
données que les pays nous reportent et nous fournissent. Et ceci se trouve sur notre page Internet et sur tous les rapports que nous envoyons, etc. Dans le cas du Nicaragua, les informations que nous avons reçues, nous les avons reçues à travers mais ceci ne nous permet pas de faire une situation complète en détail de la situation au Nicaragua, mais nous avons des hôpitaux qui nous reportent certains cas. Ainsi, je voudrais insister sur le fait que l'OPS a prévu ou a prévu pour le Nicaragua et leur a fourni des réactifs et d'autres éléments pour que le Nicaragua puisse détecter les variantes qui circulent dans le pays. Le pays doit terminer ses protocoles et ses formations, ses procédures, etc. Et les informations que nous avons reçues, c'est que le Nicaragua continue à développer ce processus et nous espérons que lorsque ce processus soit achevé, le Nicaragua puisse détecter quelles sont les variantes qui circulent dans le pays. Merci beaucoup, docteur. Nous arrivons à la fin de notre séance d'aujourd'hui. La question suivante nous vient de Daniel Politi de New York Times en En parlant anglais. de l'Amérique latine comme l'épicentre du virus, est-ce que vous pensez que l'augmentation de la vaccination dans l'hémisphère nord signifie que la région continuera à être l'épicentre dans le futur proche, ou est-ce que vous pensez que cela peut changer? Merci Daniel pour cette question, parce que c'est exactement le risque que nous devons affronter en ce moment. Si nous ne garantissons pas que les pays du Sud sont capables de vacciner aussi bien que les pays de l'hémisphère nord, ce virus continuera à circuler parmi les pays les plus pauvres pendant des années. Des centaines de millions de personnes resteront en situation de risque, alors que les nations les plus riches reviendront à la normale. Et donc, cela ne devrait pas se produire. Et nous savons comment affronter la situation. D'abord, il nous faut exercer une solidarité mondiale pour minimiser, réduire au maximum la disparité dans l'accès aux vaccins entre les pays riches et les pays pauvres. Et dans les régions pauvres, entre certains pays également. Le mécanisme COVAX se bat pour avoir accès à des doses, alors que l'offre a déjà été achetée par des pays riches, et ce qui retarde la livraison des vaccins dans les pays pauvres. Mais les dons, comme ceux qui ont été promis par les États-Unis, aident à réduire ces différences et à réduire les retards. En juillet, nous attendons 70% de livraison COVAX en provenance de dons. C'est la raison pour laquelle nous continuons à renforcer ces dons, et c'est le seul moyen pour l'instant d'avoir accès à plus de doses pour notre région en ce moment. C'est la région donc nous exhortons les pays qui disposent de doses de les partager avec les pays des Amériques et de réduire ainsi l'inégalité que nous connaissons aujourd'hui. Comme je l'ai mentionné un peu plus tôt, l'OPS cherche d'autres manières de mobiliser notre fonds rotatif pour aider les pays des Amériques à avoir accès à des vaccins qui vont les aider à stopper la pandémie dans le long terme. Mais les pays ne peuvent pas attendre ces vaccins. Elles doivent combiner plusieurs stratégies qui ont montré des résultats positifs contre ce virus. Les mesures de santé publique, comme bien sûr le port du masque, la distanciation sociale, qui vont réduire la transmission, et elles sont importantes parce que les variants préoccupants circulent. Les pays doivent renforcer leur surveillance, leur veille épidémiologique et informer des données qu'ils trouvent
pour que les nouveaux cas puissent être contrôlés. Et bien évidemment, les pays doivent déployer leur campagne de vaccination le plus rapidement possible, en commençant par les plus vulnérables. Donc, merci beaucoup pour votre intérêt, une fois de plus. Et en tant que média responsable, vous diffusez ces nouvelles importantes dont les pays et leurs populations ont besoin pour se protéger et se faire vacciner. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Dr. Etienne. Maintenant, nous arrivons à la fin de notre session de presse d'aujourd'hui. N'oubliez pas que vous pouvez trouver plus d'informations au sujet de la situation du COVID-19 de la région des Amériques sur la page Internet de OPS PAHO. Merci beaucoup à nouveau et prenons soin de nous.